Congo et Kolobo. Nous nous retrouvons dans le cadre de notre rendez-vous hebdomadaire pour parler de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous voulons nous féliciter, chers camarades, chers Banamboka, parce que nous avons fait de cette journée, fait de ces points, une véritable institution. Voilà, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de la situation sécuritaire en Ituri. Nous avons donc notre camarade Luc Malembe qui va donc nous faire le point sur la situation sécuritaire qui prévaut actuellement, en Ituri spécialement. Monsieur le Président élu de la République démocratique du Congo, Madame la Vice-présidente, Monsieur le Secrétaire général, honorables, distingués cadres du parti, bonjour. Je vais parler essentiellement de la situation sécuritaire en Ituri. Comme je l'ai dit l'autre fois, le constat malheureux, c'est que avec ce qui se passe au Nord Kivu, la guerre du M23, toute l'attention de la nation est actuellement au Nord Kivu, fixée sur le M23. Ça fait qu'on a carrément oublié l'Ituri. Aujourd'hui, les morts se comptent tous les jours en Ituri, mais les gens meurent en silence. Les médias sont braqués sur le Nord Kivu. Nous voulons aujourd'hui essayer d'attirer l'attention des uns et des autres sur la situation qui se passe là-bas en Ituri. Sachez d'abord que les petits décomptes macabres, malheureusement, que nous avons fait depuis le 1er décembre jusqu'à aujourd'hui, 27 décembre, nous sommes à plus de 200 morts en 27 jours en province de l'Ituri, principalement dans les territoires de Djougou, d'Irumu, de Mambasa et de Mahagi. Comme vous le savez, lorsque on a proclamé l'état de siège en mai 2021, l'insécurité était pratiquement dans deux territoires, Djougou et Irumu. Mais aujourd'hui, l'insécurité gagne pratiquement toute la province. Nous avons 5 provinces, 5 territoires et la ville de Bunia. Il n'y a que le territoire de Aro, un seul territoire de Aro qui est épargné aujourd'hui de l'insécurité. Donc l'insécurité a quitté Djougou, elle est allée jusqu'à Mahagi, elle a quitté Irumu, elle est allée jusqu'à Mambasa et dans la ville de Bunia. La ville de Bunia a enregistré de vagues de violence il y a quelques jours, des différents groupes armés qu'on a fait venir, y compris dans la ville, et qui se combattent là-bas. Malheureusement, c'est la population qui meurt tous les jours. Donc, les dernières tueries, comme je vous ai parlé, nous sommes à plus de 200 morts en 27 jours. Et les dernières tueries se sont passées dans les territoires de Mahagi, dans la chefferie d'Angal 2, où la société civile parle de plusieurs dizaines de morts, un déplacement massif de la population, 92 000 déplacés, parmi eux 12 751 enfants. Cela s'ajoute au total de déplacés que compte la province de plus de 1,6 million de personnes en déplacement aujourd'hui en Ituri. Donc il faut ajouter à tout ça, on atteindra bientôt les 2 millions de personnes déplacées en Ituri, sur une population estimée à environ 8 millions d'habitants. Alors, donc je vous ai dit que les violences se sont étendues sous état de siège. Les violences ont quitté Djougou et Irumu. Ils sont dans plus de 4 territoires aujourd'hui, y compris dans la ville de Bunia. Il y a eu une naissance de nouveaux groupes armés sous état de siège. Non seulement que l'état de siège qui nous avait fait croire qu'il venait combattre les groupes armés, l'état de siège n'a combattu aucun groupe armé. L'état de siège n'a lancé presque aucune opération militaire pendant 20 mois qu'ils sont là-bas. Et il y a naissance de nouveaux groupes armés. On en avait déjà une dizaine,
2 groupes armés sont nés sous état de siège. L'état de siège n'a anéanti aucun groupe armé. Plutôt, sous état de siège, on a vu naître de nouveaux groupes armés. Je vous donne le cas du dernier groupe armé qui a fait son apparition publique en pleine ville de Bunia. C'était le 22 décembre dernier. Le groupe s'appelle Mouvement d'autodéfense populaire de l'Ituri. Il a fait sa sortie officielle le 22 décembre dernier à ville de Bunia, là où siège le général, le gouverneur militaire de l'état de siège. C'est ce qui nous amène, comme je vous ai toujours dit, que les militaires qu'on a envoyés là-bas n'ont pas besoin que la situation s'arrête. Ils ont plutôt besoin que la situation s'empire pour qu'ils continuent à diriger l'Ituri. Ils ont mis la main sur les mines, ils ont mis la main sur les douanes, ils entretiennent la fraude douanière et ils ont mis la main sur les recettes de la province. Ils n'ont plus besoin que ça s'arrête, ils ont plutôt besoin que ça s'empire et qu'ils continuent, eux, à rester là-bas à s'enrichir. Sinon, vous ne pouvez pas m'expliquer qu'un groupe armé fasse sa déclaration devant la presse, en pleine ville de Bunia, où il y a tous les services de sécurité, et ils n'ont arrêté personne. C'est-à-dire, les gens de l'état de siège sont derrière. Vous ne pouvez pas comme ça venir même ici à Kinshasa, vous appelez la presse, vous dites j'ai créé un groupe armé qui s'appelle Mouvement d'autodéfense populaire de l'Ituri, sans qu'il y ait un service qui vous interpelle. Ça s'est fait le 22 décembre dernier en pleine ville de Bunia et sous la barbe de l'état de siège. Et pour nous, c'est l'état de siège qui est derrière tous ces gens qui créent de nouveaux groupes armés. Alors, méfiez-vous, comme j'ai toujours dit, de la vaste campagne médiatique mensongère mise en place par les autorités militaires de l'état de siège. Lorsque vous regardez les images qu'ils envoient ici à Kinshasa, ils vous disent qu'ils ont ouvert les routes, ils vous disent qu'ils ont récupéré, je ne sais pas, 1000 villages, ils vous disent qu'ils ont stabilisé la situation. Je voudrais aller point par point. Route. À travers l'Ituri, nous avons 2 routes nationales. La route nationale numéro 4 qui va de Beni à Kisangani en passant par l'Ituri, et la route nationale numéro 27 qui quitte la LM4 et va à Mahagi à la frontière ougandaise. Ces 2 routes sont aujourd'hui non seulement impraticables alors qu'elles étaient praticables, impraticables, insécurisées totalement. La RM4 est aujourd'hui contrôlée sur une distance de plus de 300 km par les ADF, alors qu'il n'y était pas avant l'état de siège. Les ADF ont quitté Luna à la frontière avec le Nord Kivu. Ils sont aujourd'hui à la porte de Mambasa Centre. C'est plus de 300 km et les ADF ont rasé tous les villages dans cette route-là de 300 km. Ils ont rasé tout, ils ont incendié tout ce qu'ils ont trouvé sous la barbe de l'armée ougandaise qui est là-bas et de l'état de siège. Alors, quelles sont ces routes qui disent qu'ils ont ouvert? Les routes provinciales, totalement délabrées. Aucune route d'intérêt provincial n'est praticable encore. Parce que les militaires qui sont là-bas, ils ne s'occupent pas des routes. Ils ne s'occupent pas du développement. La voirie urbaine de Bunia, sous l'administration des civils, le gouvernement provincial civil, moi j'ai travaillé avec le gouverneur Bamanisa, on avait négocié une taxe additionnelle sur la consommation de produits pétroliers avec la FEC, comme on fait au Nord Kivu, pour l'asphaltage de la voirie urbaine de Bunia. Et le projet avait commencé, moi j'étais là, je l'ai suivi, moi j'ai quitté Bunia, on était à 4 km de route asphaltée, dans le cadre de cette taxe. Quand les gens de l'état de siège arrivent, ils mettent la main sur cette taxe. Parce que chaque camion citerne qui quitte l'Ouganda avec du carburant doit payer 1000 $ dans le cadre de cette taxe. Les gens ici continuent à percevoir cette taxe, mais le projet est à l'arrêt. Aucun kilomètre asphalté en 20 mois, alors qu'ils perçoivent 1000 $ par camion qui entre. Nous ne savons pas où va l'argent. Même la voirie à Bunia aujourd'hui, dans le centre-ville de Bunia, les camions les véhicules sont embourbés
il y a des bourbiers qui se sont créés dans la ville. Et le monsieur qui est là, qui s'appelle gouverneur militaire, il ne peut même pas intervenir, ne serait-ce que pour déboucher les bourbiers qui se sont créés dans la ville. Ils disent qu'ils auraient récupéré des villages. Ok, si c'était vrai qu'ils ont récupéré des villages jadis occupés par les groupes armés, ça signifie que les déplacés qui avaient vu ces villages devaient rentrer dans leur village. Aucun déplacé n'est rentré dans son village. Aucun. Nous avons plus de 60 sites de déplacés à travers la province. Aucun site n'a été fermé. Alors, quels sont ces villages qu'ils auraient récupérés et stabilisés? Parce que si c'était vrai, il y a des villages stabilisés, ça va de soi. Les déplacés devaient rentrer. Aucun déplacé n'est rentré. Aucun site n'a été fermé. Les 60 sites sont là-bas. D'ailleurs, ils s'ajoutent. Donc, c'est une campagne médiatique mensongère pour faire croire à l'opinion ici qu'ils travaillent, alors que la situation est tout simplement chaotique. Alors, implication des militaires dans l'exploitation illicite de l'or. Ça s'est accru sous l'état de siège. J'ai donné l'autre fois l'exemple de la localité de Nyanya dans le territoire de Mambasa, où un habitant a découvert de l'or, un gisement d'or dans sa concession. Et quand il a découvert, il a commencé à exploiter avec d'autres villageois. Et ça produisait, il paraît, ça quittait l'or, ça sortait beaucoup de l'or. Lorsque M. Luboya Kachama, le général Luboya Kachama, a appris cela, lui qui aime l'or, lui qui est vraiment accro à l'or, il a envoyé la justice militaire, sa justice militaire qui est sous ses ordres, pour qu'ils aillent arrêter les travaux là-bas. La justice militaire est venue, ils ont pillé tout ce qu'ils ont trouvé entre les mains des villageois là-bas. On parle de plus de 20 kilos d'or qui ont disparu ce jour-là. Et ils ont fait venir, y compris des gens qui se présentent comme étant de la famille biologique de M. Tshisekedi. Ils ont pris des militaires de la garde républicaine, et ils ont encerclé l'endroit, le site, c'est eux qui l'exploitent jusqu'aujourd'hui. Ils sortent de l'or, nous ne savons pas où est-ce qu'ils l'amènent, dans un village où il n'y a ni eau, ni électricité, ni hôpital, ni école, ni route, ni rien. M. Tshisekedi, je vous rappelle, n'a jamais construit même une toilette en Ituri depuis 4 ans qu'il est là. Aucun projet de M. Tshisekedi en Ituri depuis 4 ans. Mais ils ont le culot de prendre des militaires de la garde républicaine en violation totale de la loi et les mêler à des activités d'exploitation de l'or. Ils sont là-bas, à l'heure où nous parlons, ils sont à Nyanya. Des militaires exploitent de l'or pour le compte de M. Luboya et des gens qui se présentent comme appartenant à la famille biologique de M. Tshisekedi. Donc, je vous ai dit l'autre fois que plusieurs sociétés chinoises sont arrivées là-bas, nous ne savons pas venant d'où, sous l'état de siège. Et toutes ces sociétés sont gardées par des militaires de l'armée loyaliste. La conséquence, c'est que les militaires qui devaient être affectés à la sécurité des habitants, de la population, sont vendus aux Chinois en échange de l'or. Et les villageois se font tuer tous les jours. Il n'y a pas d'effectifs pour les sécuriser. Vous imaginez, vous prenez une province, vous la confiez entre les mains d'un individu, un seul individu, le gouverneur militaire. Pas d'assemblée pour le contrôler, pas de gouvernement provincial pour l'aider, un seul individu comme ça. Il gère toute une province, il gère la politique, il gère l'administration, il gère tout. Et puis il dit, il est même coordonnateur des opérations militaires. Vous imaginez? Donc la conséquence c'est qu'il fait ce qu'il veut comme un roi. L'état de siège, selon la logique de notre constitution, c'est une période courte, exceptionnelle et courte qui ne doit pas durer. Nous sommes à plus de 20 mois. Le baromètre sécuritaire du Kivu, c'est une structure basée au nord, à Goma, qui est financée, je crois, par GEC, le groupe d'études sur le Congo, qui fait le décompte macabre. Nous sommes à plus de 4000 morts depuis que cet état de siège a commencé. Ça a échoué lamentablement. Même si on le maintenait pendant 10 ans, ça a échoué. Alors pourquoi, combien de morts M. Tshisekedi veut pour
pour qu'ils comprennent que son état de siège-là a totalement échoué. Je voudrais ici féliciter le président élu, Martin Fayulu, le docteur Mukwege, notre prix Nobel, l'ancien premier ministre Matata Ponyo, qui dans leur déclaration ne sont pas passés par le dos de la cuillère pour exiger immédiatement la fin de cette histoire d'état de siège. Et nous voudrons dire à M. Tshisekedi que chaque fois qu'on lui demande de lever l'état de siège, il dit non, il faut faire une table ronde avant, une table ronde pour discuter de... Non, non, la Constitution ne dit pas que pour lever l'état de siège, il faut faire une réunion, il faut faire une table ronde. Non, la Constitution dit le Parlement doit seulement arrêter de proroger l'état de siège et ça s'arrête. Lorsqu'il avait proclamé, il n'y a aucun Itourien qui lui avait demandé un état de siège. Il n'y a personne du Nord Kivu qui avait demandé l'état de siège. On n'a jamais fait une réunion. Mais quand on lui demande de le lever, non, on doit d'abord faire une table ronde. Quelle table ronde? Je vais finir par comme je vous disais, la ville de Bunia n'est pas en sécurité. L'état de siège, comme je vous ai dit, n'a jamais mené une seule opération contre les groupes armés. Ils sont venus avec des discours qu'ils viennent éradiquer les groupes armés, ils vont mener de grandes opérations, c'est ce que tous on a attendu, on n'a rien vu. Alors, au contraire, ils ont commencé à négocier avec les groupes armés. Les groupes armés, quand ils ont compris que les gens là, ils ne les combattent pas, mais ils ont trouvé une stratégie pour les endormir. Ils ont dit d'accord, on va signer des actes d'engagement à cesser les hostilités. Ils sont même allés dans des histoires de Nairobi 1, 2, 3. Mais nous comptons qu'il y a des morts. Même quand ils sont à Nairobi, il y a des morts. Alors, l'état de siège passe toutes ces journées à faire des réunions avec les leaders des groupes armés, les leaders de Codeco, les leaders de Tsina Kilima, les leaders de FRPI, les leaders de Zaïre. Mais nous, on ne fait que compter des morts. Et les groupes armés ne font que étendre leur zone. Parce que derrière tout ça, je finis par là, c'est l'or de l'Ituri. Tous ces groupes armés se battent pour le contrôle des sites miniers. Je voudrais ici vous rappeler qu'il n'y a aucun comptoir d'achat agréé d'or à Bunia. Aucun comptoir d'achat d'or agréé. Aucun à travers la province. Alors que les chiffres que moi j'ai appris des services miniers, l'Ituri produit plus de 600 kilos d'or par mois. Et tous ces 600 kilos d'or partent par la fraude en Ouganda. 600 kilos d'or. Je viens de vous dire, il y a tout ça de sociétés chinoises. Il y a à Moumoalou plus de 29 000 creuseurs artisanaux d'or qui vivent de l'exploitation de l'or à Moumoalou. C'est vraiment une cité de l'or, Moumoalou. Et tout cet or-là, personne ne sait où est-ce que ça va. C'est pas tracé. Aucun comptoir d'achat agréé, tout passe par la fraude en Ouganda. Alors, comment vous pouvez rêver dans cette condition que l'Ouganda veut à ce que l'Ituri retrouve la paix? L'Ouganda ne le voudra jamais. Parce qu'il y a des raffineries d'or en Ouganda. Vous avez suivi, je crois, un millionnaire ou un milliardaire belge qui a des raffineries en Ouganda qui a été sanctionné par le Trésor les États-Unis. Donc c'est ça, tout l'or de l'Ituri passe par là. Il faut absolument un comptoir d'achat agréé d'or à Bunia. Il faut faire en sorte que l'or soit tracé, qu'on sache qui va où et comment. C'est, je crois, par là que je vais finir en réitérant notre demande, la demande de toute la population de l'Ituri. Nous ne pouvons pas avoir la paix avec l'état de siège. Parce que les militaires qu'on a envoyés là-bas, ils ne voudront jamais quitter, ils n'ont plus besoin de quitter. Voilà, nous allons donc devoir passer à l'étape de questions-réponses ou de compléments d'information. Nous demandons aux camarades qui ont des questions ou peut-être des compléments d'information de pouvoir prendre le micro et intervenir. Alors, moi, c'est Abner Kivero, je suis le secrétaire exécutif adjoint de l'ECD au Nord. Donc, de donner complément d'information sur la situation sécuritaire du Nord Kivu. Parce que, au-delà de l'Ituri, effectivement, même si l'attention semble être focalisée sur la question M23 au Nord Kivu, mais
c'est une situation qui n'évolue pas. Au contraire, la ville de Goma reste sous menace de l'agression de l'armée rwandaise sous le label de M23. Aujourd'hui, la population de la localité de Karega, elle est située à quelques 7 km de Sake et à déplacement. La population de Roussaï. Vous avez suivi le 23 décembre, le M23 avec les forces de l'EAC, opposées évidemment par les forces rwandaises, mais aussi les forces congolaises. Ils sont allés à Kibumba, ils ont tenu le point de presse. Le M23 ont dit qu'ils cédaient les positions de Kibumba pour effectivement se retirer, répondre aux recommandations du mini-sommet du 23 novembre de Luanda. Fort malheureusement, les M23 étaient tout simplement en train de flatter parce qu'ils ne se sont pas retirés de Kibumba. La veille, le général qui conduit la délégation de la force de l'Est African Community, il est de la nationalité kenyane, il a demandé à la population qui reste dans les cas de réfugiés en Cameroun de regagner Kibumba. Et les quelques personnes qui étaient les premières à atteindre Kibumba, ils ont été tabassés, ils ont été maltraités par les M23 qui ne s'étaient pas retirés de Kibumba. Fort malheureusement, ceux qui connaissent la géographie de ces lieux, la force régionale aujourd'hui constitue un bouclier pour les M23. Donc, les M23 aujourd'hui sont assurés que leur position sur Kibumba ne serait plus attaquée par les FARDC. Étant donné que les FARDC n'ont pas été permis de faire quoi, d'occuper cette petite distance que les M23 ont dit céder à la force régionale. Et ça leur permet malheureusement de renforcer les positions de Togo, les positions de Kishiché, les positions vers Kimbilizi, donc là c'est le nom du territoire de Rutshuru, pour vouloir couper la route, la seule route aujourd'hui qui ravitaille la ville de Goma, celle de Kanyabayonga, passant par Kikuku, Nanzale, Mweso, jusqu'à atteindre Kichanga, et Sake, non seulement c'est trop seul à ce niveau, mais la menace elle est aussi sérieuse sur Sake, et Sake c'est une entité située à plus ou moins 25 km à l'ouest de Goma. Donc, la situation elle est grave sur ce côté-là. Les rebelles sont dans cette position, soit l'agresseur, disons, il est dans cette position effectivement d'imposer à la population d'accepter ces éventuelles négociations avec l'armée rwandaise. Et là, en tout cas, on ne peut pas se cacher, police est dans des débats pour effectivement que la population accepte de négocier parce que la ville de Goma, si elle tombe sous le contrôle de M23, on ne peut pas se voiler la face, ça sera difficile de déloger militaire. Donc même la population risque de céder à cette manipulation d'éventuelles négociations avec les Rwandais. Pourtant, notre position, nous, la population du Nord Kivu, la population de l'Est, nous ne voulons plus de négociations avec les Rwandais. Donc, malheureusement, ce que nous observons sur le terrain, c'est qu'il n'y a pas un traitement efficace du côté de nos FARDC, et c'est de la guerre que nous assistons. Donc, je voudrais plutôt attirer l'attention de tout le monde pour dire qu'il est très urgent qu'on se manifeste en faveur de cette population de Goma qui est sous menace, qui risque de voir les trousseaux de sacs être coupés, et ça sera un drame dans cette ville de Goma. Voilà mon complément d'information. Yves Badjokoma, secrétaire national adjoint en charge de la jeunesse. Je voudrais poser la première question à mon ami Luc Malembe, qui est aussi communicateur. Chaque mardi, nous décrivons des situations qui ne font qu'empirer. Et aujourd'hui, nous sommes opposés à quelque chose, c'est que, surtout dans le plateau PD, par rapport à nos collégateurs, particulièrement ceux de la société civile, qui disent que
nous agissons en politique politicienne, en voulant défendre à tout prix les élections en 2023, alors que la situation sécuritaire devient de plus en plus catastrophique. Alors ma question, trouvez-vous que la question électorale et la question sécuritaire sont antinomiques au niveau de la province de Lito? Ma deuxième question, c'est par rapport à ce que Abner a fait comme complément d'information. A priori, lorsqu'on voit la progression du M23, de la part de vous, il n'est pas difficile pour le M23 de prendre la ville de Goma, mais plutôt à vouloir l'isoler, l'asphyxier. Ma question est la suivante. Pourquoi le M23 ne veut pas aller jusqu'à prendre la ville de Goma parce qu'elle devient un moyen de pression plus important? Voilà mes deux questions. Merci. J'ai un passé politique depuis les années 1982 à travers l'époque de création de partis politiques jusqu'aujourd'hui. Je peux vous assurer que je suis le vote. Mais que j'ai été aussi de ceux-là qui ont été bénis pendant les moments difficiles de la rébellion, où j'étais comme vice-gouverneur en charge de l'administration, avant d'être député dans le Parlement de Ebusca. J'ai suivi l'exposé des camarades en rapport avec la situation difficile que traverse nos populations. Et je voudrais parler spécialement de Gounia, parce que M. Abner a parlé de Goma. J'aurais pu aussi parler de Rutshuru, parce que j'ai grandi à Rutshuru, mais je vais me limiter à Béni où je suis. En fait, je me résume par une question. Quand on monte une méthodologie ou bien un projet qui ne réussit pas, à quoi ça sert de le maintenir? Parce que nous avons maintes fois demandé à nos représentants au Parlement de fournir un effort pour qu'on mette fin à ce fameux état de siège. Vous vous souvenez que le phénomène NDF était concentré avant l'état de siège, était concentré aux environs de Beni, dans un endroit, une contrée agricole qu'on appelle Eringeti. C'est sur la RN 4. Ils ont entre Gounia, entre Komanda, Gounia, Ituri-Rumu et les territoires de Beni. Ça fait des années là-bas. Et dans la chefferie de Rondjou, c'était de Rondjou, parce que c'était cette terre, les cas des assassinats étaient très rares. Mais on pouvait aller se sentir le peu à l'aise. Mais avec l'état de siège, les assassinats se sont élargis vers le nord, donc dans le territoire de Rome, en province de Lito. Ça continue là-bas, jusqu'à bloquer les passages jusqu'à Komanda, laissant la route qu'on appelle la route qui fait Beni, Mangina, pour arriver à Mandas. Là, on ne trouvait même pas que les gens pouvaient arriver là-bas. Mais malheureusement, la route RN4 est bloquée et ils sont d'ailleurs aussi et ils vont progresser jusqu'à cette autre route-là. Et ce qui est curieux, la population étant donnée située pour connaître des informations à nos services de sécurité, la population dit voici là où se trouvent ces gens dans la brousse, avec des pistes bien documentées. Les autorités militaires informées, ils n'ont aucun souci de chercher à aller déloger ces gens. Et nous nous posons la question, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a? Donc ces assassins-là circulent et opèrent en toute liberté.
Effectivement, comme vous venez de le dire, nous avons pensé qu'en fait que l'état de siège, c'est une force qui va déstabiliser ces gens. Mais ce que nous avons constaté, c'est plutôt la négociation avec les forces libérales. Et plus qu'il y a encore, s'agissant des territoires de Béni Lubero, quand l'armée apprend un groupe de l'Allemagne, c'est là qu'on peut opérer. Les militaires ne tardent pas à aller s'attaquer à ce Allemagne-là. Mais quand ce sont les gens qui ont tué les gens, ils disent, voici, ils se reposent à telle part. Aucune opération. Nous croyons que si le président maîtrisait la situation, et pas le chef de l'État, il ferait mieux de responsabiliser les militaires dans leur domaine d'intervention et laisser l'administration de la territoriale aux citoyens, disons aux civils, parce que ceux qui ont pensé faire l'état de siège, en tout cas chez nous, nous disons même qu'on aurait pu laisser les gens de l'Est tranquilles, qui nous opèrent comme ils veulent, que de faire un état de siège qui va plutôt permettre à ces gens-là de s'élargir dans d'autres endroits qui étaient plus ou moins stables. Merci. Bonsoir mes chers camarades. Bonsoir Président. Bonsoir Luc. Bonsoir. Merci pour ton exposé. Merci beaucoup. Donc moi je suis Bayamou Sampa, secrétaire exécutif adjoint de SID France. Je suis en procédure à Kinshasa pour une semaine. J'ai simplement un petit complément d'information à vous apporter concernant l'exploitation illicite de l'or de Nitori par l'Ouganda. Moi j'ai analysé les données d'exportation de l'Ouganda et j'ai été scandalisé par ce que j'ai appris. La quantité d'or, la valeur de l'or exportée par l'Ouganda en 2020 a plus que doublé par rapport à celle de 2018. On est passé de 1,6 milliard en 2018 à 3,5 milliards en 2020. Alors que dans le même laps de temps, la valeur de l'or n'a pris que 50%. Cela veut dire que le projet de balkanisation de notre pays n'est pas une vue de notre esprit. C'est un projet véritable et malheureusement, je pense que nous sommes arrivés dans sa phase finale, dans sa phase de concrétisation. Voilà tout ce que je voulais apporter comme information. Le secrétaire national en charge de la formation idéologique. J'ai une question, peut-être deux, mais avant ça, je vais faire une observation. Au regard de toutes les explications que nous avons suivies depuis, je viens d'introduire un vocabulaire dans tout ça, le cycle de Nairobi. Nous sommes arrivés au cycle de Nairobi, c'est-à-dire là où ils avaient commencé, c'est là où nous sommes. Ils ont commencé par un accord à Nairobi qui réunissait le Rwanda, l'Ouganda, ainsi de suite. C'était d'abord pour avoir des ambassadeurs, donc le gouvernement qui s'était ici. Après avoir opéré, maintenant, avec les accords de Nairobi et de Rwanda, ils se retrouvent maintenant ensemble physiquement par personne interposée à l'Est. C'est ça le problème. Vous constaterez, je prends l'exemple de la fois passée, Joseph Kabila dans sa pratique, il a toujours placé devant un figurant, un communicateur, comme il avait fait avec Corneille Nanga, et le véritable technicien est en bas. Aujourd'hui, le véritable leader, c'est Museveni Kagame, et ils nous ont trouvé un communicateur qui s'appelle Félix Tshilombo. Merci. Le communicateur s'appelle M. Félix Tshilombo, qui a l'art de communiquer, qui sait jouer avec les termes, après avoir fait le latin philo qu'il a bien maîtrisé. Il utilise maintenant ses savoirs au détriment de la nation. Il joue au sophisme, c'est-à-dire au faux raisonnement introduit volontairement dans l'intention de tromper. Et là, il y a des fausses similitudes, des fausses analogies, ainsi de suite, il endort la population. Là, j'ai fini avec mon vocabulaire, le cycle de Nairobi. Maintenant, camarade Luc, vous nous avez appris autrefois que la plupart de tous ces conflits commencent au Sud Kivu depuis il remonte. Je voudrais que vous puissiez nous expliquer cette coïncidence, pourquoi généralement ça commence au Sud Kivu
et ensuite ça monte vers le Nord Kivu et l'Ituri. Une autre question, partant toujours des explications, vous nous avez donné autrefois une différence entre les conflits au Nord Kivu et les conflits en Ituri. Vous nous avez dit, n'est-ce pas, au Nord Kivu, ce sont des groupes armés, tandis qu'en Ituri, ce sont des conflits communautaires. Aujourd'hui, vous nous dites que le plus grand handicap, c'est l'état de siège. Je suis d'accord avec vous, mais je considère cela comme une première solution. Parce qu'avant l'état de siège, il y avait ces groupes armés, et c'est à cause même d'eux qu'on est arrivé à l'état de siège. J'aimerais maintenant que vous puissiez nous expliquer, au cas où l'état de siège était dissous, quelle solution par dialogue trouvez-vous efficace par rapport à tous ces groupes armés, d'autant plus que nous avons connu un dialogue une fois qui a échoué. Dernièrement, j'ai appris à Gematembo était là-bas, mais ça ne tient toujours pas. Merci. Merci beaucoup, camarades, pour vos questions intéressantes. La première, on m'a demandé quel rapport le camarade Yves entre élection et sécurité. Beaucoup de gens disent, bon, nous voulons aller aux élections, mais est-ce que ça va se passer au Nord Kivu, à Ituri? Comment ça va se passer? Alors, évidemment, c'est une question intéressante et puis c'est une préoccupation. Aujourd'hui, pour l'Ituri, le territoire de Djougou est presque vidé de sa population, qui est, je vous ai parlé de 60 sites de déplacés. En majorité, c'est des populations de Djougou. Ils sont soit à Bouna, soit à Mahagi voisin. Et c'est une situation vraiment préoccupante. Djougou, c'est l'un des territoires les plus peuplés au Congo. Djougou, c'est 9 sièges à l'Assemblée nationale. Et c'est une population estimée à plus de 2 millions d'habitants. Donc, c'est une question évidemment. Les gens ici, les régimes ici, ils sont en train de dire qu'ils sont prêts à organiser les élections. Mais ils ne nous disent rien sur ces questions-là. Il n'y a pas que l'Ituri, il n'y a pas que le Nord Kivu, il y a Kwamout. Vous avez vu, ils ont même reporté le début d'un roman des électeurs à Kwamout. Parce que justement, il y a un problème. Ils ne nous disent rien, ils ne sont là qu'à chanter, on est prêt à organiser les élections. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment à Bunagana on va voter? Comment à Kishise on va voter? Comment d'abord on va s'enrôler? Et puis est-ce qu'on va s'enrôler sous état de siège? Donc c'est toutes ces questions qui ne nous disent pas. Je ne peux pas vous dire ici que la situation est facile, que comme ça, facilement, comme une baguette magique. Si les élections ont lieu aujourd'hui, on va y aller. Je ne peux pas vous les tromper. Non, c'est une question délicate. Il faut régler cette question avant les élections. Sinon, comment on va y aller? Donc, c'est une responsabilité de ce régime ici qui a créé le gros de cette insécurité. Je suis d'accord qu'avant l'arrivée de M. Tshisekedi, il y avait déjà des petits problèmes en Ituri, mais il les a aggravés. Et il doit les régler avant qu'on aille aux élections, sinon il ne faut pas nous parler des élections. Comment on va y aller? Comment on va s'enrôler? Comment on va faire? Les gens là de Djougou qui sont à Bouna, comment ils vont faire? Ils doivent s'enrôler chez eux. Sinon Djougou va être sous-représenté, il ne peut pas accepter ça. Donc c'est une question vraiment sur laquelle ce régime doit nous dire comment on va faire. Il ne faut que chanter, on va aux élections. Ok, nous sommes prêts. Mais comment on va y aller? Ils doivent nous expliquer la question sécurité, comment ils vont la régler. Et s'ils ne sont pas capables, qu'ils dégagent. Qu'ils dégagent, on va trouver une autre solution. Parce que franchement, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Je crois que Tshisekedi n'a plus rien à donner, à part dégager. Il n'a plus rien à donner, à part commencer, comme mon ami Valérie a dit, du verbiage maintenant, mensonger. De commencer à dire que Bunagana, il a dit à l'Équateur ici que les M23 se sont retirés de Kibumba, sans nous dire où est-ce qu'ils vont, comme si lui il a gagné. Voilà. Deuxième question. Pourquoi les M23 ne vont pas à Goma? Je crois qu'il appartiendra. Attendez mon camarade Abner, on va peut-être vous donner pour y répondre.
Alors, il y a l'honorable qui a dit une décision qui ne réussit pas. Pourquoi la maintenir? Pourquoi on maintient l'état de siège alors qu'il a aggravé la situation, surtout la situation des ADF? Je crois que la réponse est simple. On a demandé le bilan de l'état de siège à M. Tshisekedi lors de son intervention sur France 24 et RFI à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU. Il a dit que le bilan est positif parce que l'état de siège a fait gonfler les recettes de l'État dans ces deux provinces. Donc vous avez votre réponse. Pour lui, c'est l'argent, c'est le minerai, c'est l'or, et pas le mort. Il ne voit pas le mort, ce n'est pas son affaire. Même si les populations de l'Ituri et du Nord Kivu doivent être exterminées, tant que lui, ça lui procure de l'argent, ça marche. C'est quelle méchanceté ça? On est à plus de 4000 morts et monsieur ne trouve rien d'autre à nous dire que ça, l'état de siège aurait augmenté de l'argent dans les recettes. D'abord, je viens de vous démontrer que toutes les routes sont délabrées. Où est cet argent? Si l'état de siège a augmenté l'argent, pourquoi la RN27 est en train de disparaître? Pourquoi la RN4, c'est une route de la mort? Toutes les routes de la province, il n'y a plus, tout est délabré, coupé. Donc, nous comprenons que les recettes, la fraude douanière qui est en train d'être entretenue par l'état de siège, les mines, tout ça, c'est partagé entre les gens là de l'état de siège et ceux qui les ont nommés, qui sont ici à Kinshasa. Donc, vous avez votre réponse. Son problème n'est pas la sécurité, son problème c'est l'argent. Alors, exploitation de l'or en Ouganda. Oui, les camarades Roland a donné des chiffres intéressants. Je crois que je vais les chercher après ici pour sa recherche. C'est ça, ça corrobore exactement ce que je vous disais. Sous l'état de siège, on a vu l'arrivée de plusieurs sociétés chinoises. Dans l'illégalité totale, alors que notre loi interdit à des étrangers, des abonnés, que des étrangers se mêlent de l'exploitation artisanale des minerais. Mais tous ces Chinois qui pilient là, ils sont dans l'artisanat. Au vu et au su de tous les services. Et tout l'or qu'ils exploitent, ça part illicitement en passant par l'Ouganda. Et puis je vous ai dit qu'à Mungwalu, on a plus de 22 000 creuseurs. Toute la population de Mungwalu, ce sont des artisanaux, des creuseurs. Ils sont en train de creuser, nous ne savons pas où est-ce qu'ils amènent leur or. C'est pas tracé. Alors, cycle de Nairobi, ça c'est le camarade Valérie. Pourquoi généralement la crise commence au Sud Kivu? Non, je ne pense pas que j'avais dit ça. Je ne sais pas si on s'était entendu. Mais votre deuxième question est plutôt importante. J'avais déjà dit ici qu'il y a une différence entre la crise au Nord Kivu et la crise en Ituri. Nous, en Ituri, à part les ADF, qui sont des Ougandais, nous n'avons que des groupes armés locaux. Et ce sont des groupes non structurés. Ce sont des groupes de milices en fait. C'est des civils, des villageois armés pour des motivations évidemment de conflits communautaires. Je vous avais déjà expliqué que la particularité de l'Ituri, c'est que l'Ituri est le seul endroit au Congo où on retrouve les 4 grands groupes ethniques d'Afrique qui cohabitent. Donc il y a les Bantous, les Nilotiques, les Soudanais et les Pygmées. C'est, je crois, l'unique partie du Congo où vous retrouverez tous ces 4 grands groupes réunis. Ça fait que le risque de conflit est élevé. Alors, quelle est la solution si on lève l'état de siège? Voilà, c'est ça la bonne question. Avant l'état de siège, l'armée avait été toujours là. Et l'armée a mené des opérations plus importantes contre les groupes armés avant l'état de siège que pendant l'état de siège. C'est ce qui est curieux. Vous avez entendu des opérations Amani, des opérations Safisa, tout ça. Ça s'est mené par l'armée avant l'état de siège. Mais vous avez déjà entendu une seule opération menée par l'état de siège? Aucune. Parce que la solution ici, c'est quoi? Je viens de vous dire que c'est des villageois armés qui n'ont aucune revendication acceptable. Tout ce qui les intéresse, c'est occuper, comment dire, attaquer des sites miniers, voilà, voler un peu de l'or, aller vendre, acheter des armes pour
de rivalités tribales. Avec ce genre de personnes, vous allez dialoguer quoi? Ils n'ont même pas une revendication acceptable. Aucune. Codeco, vous avez entendu une seule raison que Codeco a avancé pourquoi il tue des femmes et des enfants? Aucune. Sine Akini, Matoussa, Zahir, aucune. C'est l'heure, comme il y a totalement absence de l'État, de l'autorité de l'État, faiblesse des services de sécurité. Alors, ils sont dans l'or, ils attaquent un site minier. Tout ce que nous vous disons là où ils attaquent, il y a de l'or derrière. C'est des exploitants artisanaux, ils viennent, ils les attaquent, ils ravissent l'or, ils exploitent aussi de force. Et puis voilà, ils prennent une quantité, ils vont vendre, on ne sait pas où, ils s'achètent des armes. Et puis sous l'état de siège, c'est une particularité aussi. Les milices se sont renforcées en armement. Nous avons vu des groupes armés avec des tenues, y compris de la garde républicaine. On n'a jamais vu ce genre d'image avant. Vous avez vu à Kibumba, les militaires que les gens là de Willy Ngoma, tout ça, ils ont porté une tenue de la garde républicaine. Où est-ce qu'ils ont eu ça? Nous ne savons pas. Donc, il faut lever l'état de siège. Ça ne signifie pas lever l'armée. Il faut permettre aux civils de rentrer. Il faut laisser à l'armée s'occuper uniquement des opérations militaires. Parce qu'à le mélange de la gestion politique, de l'administration, des taxes, des mines, ils sont éparpillés. Ils ont totalement oublié leur travail de faire la guerre. Ils ne la font plus. Quand le militaire devient riche, vous voulez qu'il aille mourir dans la guerre? Il ne peut pas y aller. Le général Louboya Kireki, il n'a jamais été dans un seul endroit où se fait la guerre. Il est toujours enfermé dans un bureau climatisé, calme, en train de signer des documents, de l'argent, des taxes, des mines, c'est tout. Il ne va jamais là où ça tire. Mais on n'a pas besoin d'un tel général. En quoi il est différent des civils qui étaient là? Il ne fait jamais l'itinérance, il va nulle part, il est là, assis, en train de compter l'argent. Alors, avec ce genre de trucs d'état de siège, on ne peut pas avoir la solution parce que, justement, ces gens ont besoin que la situation perdure indéfiniment pour qu'ils continuent à s'enrichir. Donc, c'est ça. Il faut vraiment faire la différence entre état de siège et armée. Nous ne demandons pas le départ de l'armée, non. L'armée sera toujours là. L'armée peut mener des opérations avec ou sans état de siège. Je reviens à cette question parce qu'en écoutant le camarade Badjoko, il a dit qu'avec nos co-débatteurs, ils nous disent le pays est en insécurité, vous parlez des élections. Comment est-ce que vous pouvez mettre un lien entre élections et sécurité? Comme vous dites, pesez-vous sur les élections, battons-nous d'abord pour sécuriser le pays. C'est ça, non? Et là, nous devons faire très très attention. Parce que nous devons comprendre une chose qui est fondamentale. L'insécurité vient aussi du fait que les élections n'ont pas été bien garanties. L'insécurité est faite de manière voulue. Donc on ne peut pas délier l'insécurité à l'organisation des élections. Aujourd'hui, par exemple, ce qui se passe à l'Est, est-ce que nous pouvons dire que le pouvoir en place n'est pas impliqué là-dedans? Il est impliqué. Le pouvoir en place est impliqué, d'ailleurs, on a bien relevé ici. Ils sont, comme il le dit, porte-parole de ceux qui lui ont donné le pouvoir. Et si nous ne focalisons pas une attention sur l'organisation des élections, la tenue des élections, c'est comme pour dire, laissons les faits. Et ils vont continuer à jouer les jeux jusqu'au moment où nous ne serons même plus capables de revenir à ce que nous appelons la légitimité du pouvoir qui mettra fin à cette guerre-là. Donc il y a une situation qui est liée, que nous ne pouvons pas oublier. Nous ne pouvons pas, tout en condamnant l'insécurité, laisser de côté la problématique de la tenue des élections. Parce qu'elle est la voie obligée pour rétablir la légitimité et mettre fin à cette situation. Donc ça, on doit le maintenir. Ce sont, comment je l'ai dit, les caps qu'il faut maintenir. Et bien sûr que l'organisation des élections dans ces conditions n'est pas facile, mais nous devons nous y mettre, nous devons mobiliser le peuple pour que nous tenions ces élections à tout prix. Et car c'est par la légitimité du pouvoir que déjà 80% de la question pourra être réglée.
Sinon, on va tourner. Alors, avant de répondre, évidemment, je voudrais aussi vous faire part d'une catastrophe. Il y a une noyade de la population, des choristes, des chantres de la paroisse Saint-Béca qui a Binyongue à territoire de Béni pour venir évangéliser à Kisaka. Se sont noyés dans le lac Édouard et parmi 25 personnes qui étaient sous embarcation, 17 au pays. Je demande à l'Auguste Assemblée d'assister 30 secondes à mémoire de nos compatriotes qui... Merci beaucoup. Les chiffres qui ont été, avant de répondre à la question, les chiffres qui ont été révélés ici par les camarades de Vaya nous interpellent. Moi, j'ai lu le rapport de Global Witness de 2013. Il a été comment l'économie du Rwanda s'est développée très rapidement. C'est effectivement, c'est à la suite de la présence des militaires de CNDP au sein des FARDC, qui ont contrôlé les carrés miniers dans la province du Nord Kivu, dans la province du Sud Kivu, ainsi qu'à Ituri. Et le Rwanda a profité avec cette question de la présence des militaires CNDP, mais aussi lors de l'opération au Mojawetu de 2009. C'est la même chose avec cette coopération bilatérale entre l'Ouganda et la RDC. Voilà des chiffres qui commencent à être avancés, qu'il y a exponentiation ou alors l'exportation ou soit la production de l'or se multiplie au niveau de l'Ouganda par RDC. Donc, ce qui est fait au niveau des États de l'Est, c'est effectivement profiter de tous ces minéraux de notre pays, la République démocratique du Congo, pour faire de commerce, pour se développer au détriment de notre pays. Et c'est là même le jeu du Kenya dans cette affaire pour dire, nous aussi comme nous avons parlé le verdict électoral qui s'est passé ici en 2018, nous devons aussi venir avec nos militaires parce que dans les concerts de ces États qui sont dans l'Est African Community, c'est plutôt le Rwanda qui est en train de se dire parce que depuis longtemps, il a eu une même mise sur les minéraux de notre pays. Et c'est comme ça le Sud-Soudan, le Kenya et les autres se vident à la majeure et c'est facilité par cet déficit de leadership, ce problème d'illégitimité qu'a bénéficié M. Chilombo. Donc, c'est une similitude d'événements qui sont en train de se multiplier et ça doit attirer notre attention. Alors, la question qui m'a été posée, c'est de savoir pourquoi les M23 ne veulent pas directement occuper Goma, plutôt contourner la ville et l'asphyxier totalement. Je vais donner mon analyse parce que, en fait, nous devons bien savoir que les négociations entre M. Félix Tshisekedi Tshilombo et le Rwanda et tous ces États-là ne commencent pas aujourd'hui. Donc, Félix est dans les négociations. Il voudrait effectivement que les M23, les militaires rwandais réintègrent encore une fois l'armée congolaise. Vous avez suivi ce qui s'est passé avec l'accord Victor Balangue du 28 octobre 2018 au Rwanda. Vous avez suivi, on l'a dit ici, les policiers qui étaient déployés au nord qui venaient du Rwanda, mais la population n'a pas accepté ça. À Goma, ça brûle. Et lorsque Goma s'abîme, on est dans cette tendance évidemment de forcer la population à adhérer à cette négociation. Malheureusement, la population résiste jusqu'à ce que Félix a été obligé de demander, parce que partout où il passe, il ne veut pas notre armée qu'elle est faible, pourtant il n'équipe pas cette armée-là, et puis il a demandé l'appui des armées étrangères. Comme ces armées-là ont installé leur quartier général au niveau de Goma, je crois que la politique qui est autour de Goma, c'est de ne pas causer la honte à cette force de l'Est African Community. Pour dire, même sur la présence de cette force Est African Community, les agresseurs du Rwanda sont venus s'accaparer de la ville de Goma. Alors, pour empêcher cette honte, ils sont plutôt dans un système de contourner la ville, d'asphyxier la ville. Donc,
les militaires de l'Est africain vont rester dans la ville de Goma, ça qui sera coupé. Dans ce cas, la population va trouver exactement qu'il est important de négocier avec les agresseurs. Et c'est comme ça qu'on va nous mettre devant un fait pour dire non, il n'y a plus d'affaire, nous devons négocier avec ces agresseurs du Rwanda pour effectivement passer à l'application de leurs réclamations. Donc je crois que c'est ça la politique qui fait à ce que le M23 fait semblant de tourner autour de Goma pour asphyxier totalement la ville et que la population cède à cette manipulation. Je n'ai pas une question, mais je voudrais partager cette analyse avec tous les camarades ici présents. Le professeur Kouakouar l'a dit, il faut des élections pour effectivement que nous ayons la légitimité de celui qui va gérer le pays. Mais moi je pense, en ce qui concerne les deux groupes armés qui sont nouvellement créés à Nitouri, mais ça procède de la stratégie de ceux qui gèrent le pays. Parce que, il vous souviendra qu'aux élections de 2006, 2011, les amis qui sont à Goma, Bukavu, Ituri, ils le savent. Mais le kit était gardé. Certains kits étaient gardés par les rebelles en brousse. Si je me souviens, vous avez ces informations plus que moi. Mais lorsque vous dites Djougou a 9 sièges, et les gens sont venus en pleine journée pour créer un mouvement en ville, ça signifie qu'effectivement, le pouvoir n'est pas loin. Quelle est la stratégie ici? La stratégie, c'est de faire peur à la population et gérer les élections à leur avantage dans ces zones-là. Alors, pour moi, outre l'état de siège, mais pour aller aux bonnes élections, pour que nous arrivions aux bons résultats que recherche la population, mais il faut suivre les 5 premières recommandations qui ont été formulées dans la déclaration commune qui a été signée hier. Parce qu'on peut enlever l'état de siège, nous n'avons rien. Mais il faut maintenir la pression pour que les recommandations qui ont été formulées, qui vont avec, on enlève l'état de siège, les belles élections, et puis on intègre tout le monde dans le processus pour que nous puissions avoir un contrôle sur la machine électorale. Donc moi je pense que c'est ça. Nous devons décider qu'est-ce que nous devons faire pour l'instant. Nous devons nous approprier surtout les 5 recommandations par rapport à la sécurité que nous recherchons. Et nous devons sensibiliser. Nous ne devons pas aller aux élections pour les élections. Voilà, ça c'est mon analyse que je partage avec les camarades. Merci beaucoup à Adrien pour la parole. Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, chers membres du Bureau national, cher Wanamboka, j'interviens pour parler de l'enrôlement. Comme vous le savez, l'opération d'enrôlement a commencé depuis samedi. Samedi, dimanche, lundi, aujourd'hui, mardi, ça fait 4 jours. Et pendant les 4 jours, rien ne marche. Depuis le samedi 24 jusqu'aujourd'hui, mardi 27, les centres d'enrôlement ne sont pas encore équipés de machines. Et là où il y en a, les machines sont soit en panne, soit les opérateurs qui sont commis au travail n'ont pas de compétences nécessaires en rapport avec l'utilisation de ces machines. Et les quelques opérateurs qui essayent de faire le travail, il y a une lenteur qu'on ne sait pas expliquer. En moyenne, 12 à 15 personnes par jour. Et lorsque vous regardez la manière dont les choses se déroulent, on est en train de nous amener à nous fatiguer.
nous fatiguer pour nous abandonner. La plupart des mamans, la plupart des papas d'un certain âge, qui sont partis samedi, dimanche, hier lundi, nous les entendons dire, si ça continue comme ça, nous n'irons plus nous enrôler. Et c'est ça l'objectif. C'est exactement ce que notre camarade Manamboka vient de nous dire de ce qui se passe à Goma. On vous encercle, on vous asphyxie, et vous pousse à accepter l'inacceptable. Et ils vont justifier que ce n'est pas de leur faute, c'est la population qui a demandé. Et cher Manamboka, rappelez-vous de la résolution numéro 30 de notre congrès. Si par aventure, une personne ou un groupe de personnes arrive encore une fois à confisquer la volonté, la souveraineté du peuple exprimée dans les urnes, nous n'aurons pas d'autre choix que celui de descendre dans toutes les rues, de réclamer la victoire, notre victoire, comme le font tous les peuples à travers le monde. C'est maintenant ou à jamais que nous devons appliquer cette résolution. Chers camarades, chers Wanamboka, j'ai dit que c'est maintenant ou à jamais. Comment allons-nous reconquérir la victoire du peuple qui a été volée si on ne s'enrôle pas? Comment allons-nous le faire? Voilà pourquoi aujourd'hui le président élu, le commandant du peuple Martin Fayulu, a montré l'exemple. Il s'est enrôlé et il a obtenu sa carte. C'est un exemple que chacun de nous doit suivre. Et tous ceux qui pouvaient avoir des doutes sur les opérations d'enrôlement doivent aujourd'hui s'engager dans la mobilisation, la sensibilisation. Commençons par nos propres maisons, nos femmes et nos maris, nos enfants, dans les quartiers où nous sommes, nos cellules, nos sous-sections, nos sections, toute la province, nous devons dès demain inonder les bureaux d'inscription, les bureaux d'enrôlement. Lorsque ces gens sont en train de tourner le pouce, et ils sont là, ils disent que les gens ne veulent pas. Vous allez voir, dans un mois, comme prévu, ils ferment les bureaux pour dire qu'ils ont terminé, parce que les gens ne veulent plus, et Kinshasa va rouler moins de 2 millions de personnes. Et ça sera la catastrophe. Voilà pourquoi, chers amis, chers camarades, chers Manamboka, la victoire à l'élection présidentielle de 2023, aux élections législatives nationales, provinciales, voire municipales, cette victoire, c'est aujourd'hui qu'elle se joue. C'est maintenant que tout se prépare. Demain, si on ne s'enrôle pas massivement, vous allez faire les meetings, vous allez faire les matinées politiques des personnes qui ne possèdent pas de carte d'électeur. C'est gaspillage, c'est passe-temps. Parce que nous pourrons voter de celui qui a sa carte. Je termine par vous exhorter. Nous devons nous mobiliser. Hier, nous étions en réunion ici. L'ensemble des sectionnaires, sous-sectionnaires, on était plus de 60 personnes. Mais il n'y a fait que 2 personnes, il y a une personne qui avait la carte, qui avait sa carte. Vous voyez que ce n'est pas normal. Faisons un effort. Chers Manamboka, engageons-nous. Mais pourquoi nous devons continuer à faire la politique, à
à venir ici, à chanter la récupération de notre victoire, si on n'a pas la carte d'électeur, notre arme, nous ne sommes pas un groupe armé, nous ne sommes pas des rebelles, nous sommes des citoyens, et notre arme commune pour chasser les futurs locaux, notre arme la plus redoutable, c'est notre carte d'électeur. Si vous n'avez pas la carte d'électeur, vous pouvez crier n'importe comment. Vous êtes comme un militaire sans armes. Voilà, chers amis, chers camarades, chers Banamboka, membres du bureau national, mobilisons-nous. Dès demain, partout où nous sommes, toutes les structures du parti, les places de résistance, la Ligue des jeunes, l'action des femmes de l'ESID, le bureau d'études, le secrétariat exécutif provincial, sur l'ensemble de la première ère d'enrôlement, nous devons de demain nous mobiliser massivement, non seulement pour nous enrôler nous-mêmes, mais aussi et surtout pour faire enrôler la population. Je vous remercie. Voilà, c'est par cette exhortation pertinente du secrétaire général que nous allons terminer l'activité d'aujourd'hui. Nous profitons de ce micro pour demander à tous les Banamboka que demain à 14 h, au siège du district de la Tchangou, nous allons procéder à la distribution de biscuits pour la mobilisation de la population à se faire enrôler massivement. C'est une activité importante que nous demandons aux cadres qui sont ici, déjà demain 14 h, intensifier les opérations de mobilisation et de sensibilisation de notre population à l'enrôlement. C'est ce que les gens voulaient. D'accord. D'accord. Voilà, merci clairement pour la technique de mobilisation, mais il y a un élément qu'il faut souligner. Nous constatons des anomalies, beaucoup de déficits, des problèmes sur le terrain. La plupart des centres d'enrôlement qui ont été indiqués dans la cartographie n'existent pas. Déjà, les enquêtes préliminaires dans certains quartiers ont démontré que là où on a souligné, indiqué qu'il y a des écoles qui sont des centres d'inscription, on a trouvé des maisons d'habitation. Nous devons documenter et venir au siège voir le secrétaire général et adjoint Faustin Kwakwa, qui a la direction de notre cellule, de notre bureau d'élection du parti, notre CENI SID, noter toutes les anomalies. Il y a des bureaux fermés qui n'ouvrent pas. Donc il faudrait que nous soyons capables de relever, de noter, de documenter toutes les anomalies que nous constatons sur le terrain. Par exemple, dans certains lieux où nous sommes descendus pour vérifier, je prends le cas de la ville de Matadi, la cartographie de la ville de Matadi indiquait 35 centres d'enrôlement. Nos équipes ont tourné cartographie à main et n'ont retrouvé que 22 centres. Les restes se sont retrouvés dans les maisons d'habitation des gens. Il n'y a pas de centre. Et depuis hier, lorsque nos communicateurs sont passés, je félicite Luc Malembe qui est intervenu sur le refuge, je félicite Valérie Paul qui est intervenu sur le Top Congo. Lorsque vous avez dénoncé ce qui se passe, et on a relocalisé certains centres. Là où on avait indiqué, par exemple, à Kanlouka, qu'il y a un centre qui ne figurait pas, et on a transféré ce centre directement
on a vu sur la liste maintenant, on se trouve à la campagne. Vous voyez, toutes ces anomalies, nous devons les documenter le moment venu en tant que parti. Chaque semaine, nous allons organiser la communication pour dénoncer ces déficits, pour dénoncer tout ce qui est comme problème d'organisation technique. C'est une volonté délibérée de créer la confusion pour planifier et achever le processus de fraude électorale. Enrichir ce que le secrétaire général vient de nous dire. Ici, à Kinshasa, comme à l'intérieur, il y a des situations d'anomalies qui sont enregistrées autour de l'organisation de l'enrôlement. Prenons le cas de Kinshasa. Dans le district de Tchang, samedi, il n'y a pas eu de bureau ouvert pour l'enrôlement. Toutes nos équipes ont signé pour constater que partout où il y a eu bureau, soi-disant, il n'y a eu aucune activité. Dans le mot Amba, tout le monde était encore dans ce qu'on a appelé bureau de référence. À Matete, c'était à Maïdombe. Pour les communes de Matete et de Kisenso, pour les communes de Lemba, Ngaba et Mombele, non, Lipa Limete, oui, Kisenso, c'était à l'Institut de Lemba Mokenge. Alors, le matin, là, de 9h jusqu'à 17h, toute l'équipe était dans ce bureau-là. Aucun bureau n'a été ouvert parce que tous les agents commis au travail attendaient encore soit qu'ils soient reconnus, soit qu'ils prennent leur argent pour le déplacement d'équipe, ce qui a entraîné qu'aucun bureau n'a fonctionné. Seulement, les bureaux de référence à Maïndombe même, comme à Mokengeline, n'était pas ouvert. Et celui de Maïndombe qui a fonctionné n'a fait enrôler que 4 personnes le samedi. Et le dimanche, au niveau de Tchang, même samedi au niveau de Lukula, c'était pareil. Il n'y a eu que distribution de kits, aucun bureau n'a fonctionné, aucun bureau n'a été ouvert. Tous les membres qui ont sillonné les rapports que j'ai reçus ont fait mention d'aucune activité enregistrée dans ces différents bureaux. Dimanche, timidement, quelques bureaux ont fonctionné, mais ce qui a déjà été relevé, on a constaté qu'il y avait une incompétence de la part des agents commis à ce travail-là. Et même les informations à notre possession, ceux qui ont été formés ne se sont pas retrouvés sur des listes. Les chefs d'antenne ont pu mettre d'autres personnes, de leurs membres de famille, mais qui ne connaissaient même pas le travail. Si bien que d'autres personnes devaient les aider pour pouvoir le fisc manipuler les machines. Et dans tous les bureaux, il n'y avait qu'une machine qui était disponible pour le travail. Et ces machines-là étaient déchargées même avant de commencer le travail. Et au niveau de l'enregistrement, aucun bureau n'a atteint le nombre escompté de 60 par jour. Tout était en deçà, 12 maximum d'enregistrement réalisé. À l'intérieur, dans le Boulou, dans le Guano, on n'a enregistré aucune activité samedi et dimanche. Tout était fermé. Dans l'Équateur, il n'y avait pas d'activité samedi. Sauf en Bandaka où on a fait dépendre les activités par l'enrôlement de Félix Tshilombo. Et quand il a fait son enrôlement, c'était déjà 13h,
il n'y a eu que 2 ou 3 bureaux qui n'ont enregistré que 4 personnes. Et dimanche, ça a été faible. Quelques bureaux ont fonctionné et d'autres non. Et lundi, donc hier, le rythme est resté le même. Dans le Congo, à Féchi, à Massi, au niveau de l'intérieur des secteurs, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de kits qui se sont déplacés. À Bagata, c'est pareil. Les agents, tous sont encore à Bagata. Donc à l'intérieur, tel que nous sommes en train de vous parler, aucun travail n'a été entrepris. Donc dans les secteurs, dans les villages, il n'y a aucun travail, aucune activité de fait. Tout le Congo. Et ici, chez nous à Kinshasa, hier, c'était timide, mais nous avons enregistré les cas qui venaient d'être relevés, que certains bureaux désignés, en fait, les écoles n'existent plus. Où vous trouvez au même endroit une école qui existait et il y a un bureau au nom de cette école-là, mais il y a maintenant l'école, la première qui n'existe plus, a été remplacée par une deuxième école qui fonctionne, mais on trouve les 2 adresses au même endroit, alors que la première école ne fonctionne plus à cet endroit-là. Donc ce sont là des anomalies qui ont été repérées par-ci, par-là. Et aussi, ce qui a été dit, certaines adresses qui ne sont que les habitations des gens. Donc, ça, c'est ce que nous avons relevé. Et pour répéter ce que le secrétaire général a dit, les exécutifs des districts, les exécutifs provinciaux, sensibiliser vos sectionnaires pour qu'au jour le jour, nous ayons le rapport de toutes ces anomalies. Ce qu'on constate doit être filmé. Il ne suffit pas tout simplement de rapporter les choses, vous faites la photo. Et un élément de taille à ne pas oublier. Comme quand on enregistre ou on envoie 2 ou 3 personnes, les jours après on affiche les noms. N'oubliez pas de photographier les noms enregistrés. Parce que nous devons à la fin avoir le nombre exact de ceux qui se sont fait enrôler dont les listes ont été affichées. Ça, c'est très très important pour pouvoir suivre le déroulement des choses après l'enrôlement. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général adjoint. C'est très très important cette affaire d'enrôlement et nous tous nous devons nous impliquer dans le monitoring des opérations d'enrôlement. C'est là où la fraude a déjà commencé. Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de notre activité de ce jour. Ben, nous lançons une information. La presse MAFA informe à tous les membres qu'elle va procéder à l'enregistrement d'un spot pour sensibiliser la population sur l'enrôlement. Ce spot va être avalisé par la structure électorale du parti et être diffusé. Donc, tous ceux qui veulent faire partie de ce spot peuvent passer jeudi ici au siège à 12h pour l'enregistrement de ce spot. Avec SID. Pour un Congo fort et prospère. Avec SID. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Congo Ekologo. Moko. Congo Ekologo. Moko. Congo Ekologo. Moko, moko, moko. Merci. Le pays, c'est le